La vie de Justine Poyo Kasavubu est intimement liée à l'histoire politique de la RDC. Fille du premier président du Congo indépendant, Joseph Kasavubu, elle a passé son enfance à Léopoldville. Sa vie a basculé après le coup d'État de Mobutu contre son père en 1965. Une vie d'exil de l'Algérie à la Suisse en passant par la Belgique. L'adulte est aujourd'hui une militante reconnue de l'opposition. D'ailleurs, elle a tenté de suivre les traces de son père en se présentant à l'élection présidentielle de 2006. À 67 ans, Justine Poyo Kasavubu vient d'être désignée la meilleure femme politique africaine de l'année par le réseau d'entrepreneurs féminins JIFA. Bonsoir Justine Poyo Kasavubu. Bonsoir madame. Alors qu'est-ce que représente ce prix pour vous? Écoutez, c'est d'abord avec une très grande émotion que j'ai reçu cette distinction, que je dédie d'abord à toutes les femmes congolaises parce que c'est elles aujourd'hui qui motivent aussi mon action. Elles sont victimes de toutes sortes de situations et d'injustices. Mais je dédie aussi ce prix à mon père que vous venez de citer, ainsi qu'à ma mère, dont on a si peu parlé. Et donc, avec beaucoup d'émotion, j'ai reçu ce prix parce que l'opposition congolaise n'est pas habituée à être reconnue à sa juste valeur. On a toujours subi des manipulations, on a toujours subi des injustices et la démocratie, comme vous avez pu le remarquer, est loin de nos enjeux actuels. Et donc, ce prix, pour moi, c'est d'abord aussi un message de l'Afrique à l'Afrique. C'est la reconnaissance et la légitimité supplémentaire qu'on nous donne aujourd'hui pour nous battre encore plus pour un Congo meilleur. Alors l'actualité en RDC, c'est évidemment l'élection présidentielle qui approche. Pour vous, le départ du président Joseph Kabila est non négociable aujourd'hui? Mais écoutez, je ne sais même pas pourquoi on doit encore parler de Kabila Kanambe aujourd'hui, parce que je vous rappelle quand même que son vrai nom, c'est Hippolyte Kanambe. Et donc, on a vécu depuis une quinzaine d'années dans une supercherie absolument folle, dans un cynisme sans précédent. Et donc, il n'est pas question pour nous, madame, d'aller aux élections tant que cette gouvernance, tant que ce bricolage politique va régner. Alors, d'où pourra venir la solution de sortie de crise aujourd'hui? Mais madame, la sortie de crise, les propositions sont là, les équipes sont là, l'alternance est prête. Et d'aucuns parmi nous en diaspora politique responsable considérons qu'il est grand temps maintenant que nous ayons une gouvernance, certains qualifient de neutre, d'autres disent une gouvernance de responsabilité pour préparer le chantier électoral afin qu'on puisse conduire le peuple vers de véritables élections. Mais il n'est pas question pour nous, madame, d'aller avec des élections avec une équipe qui est d'abord illégitime. Les institutions sont caduques, ils ont bafoué la Constitution. Mais dans quel pays vivons-nous, madame? Donc il faut qu'aujourd'hui que les élections n'aient pas lieu pour vous? Mais madame, les élections, qui réclament les élections? Ce sont ceux qui veulent encore substituer à Kabila Kanambe un autre Kabila Kanambe. Nous n'en voulons pas. Candidat de l'opposition à l'élection présidentielle. Vous ne croyez en aucun candidat de l'opposition à l'élection présidentielle? Il n'est pas question de croire ou de ne pas croire en un candidat, madame. Il est question ici de mettre fin à un système de prédation qui est soumis à l'occupation rwandaise. Alors, il y a 58 ans, c'était votre père, Joseph Kasavubu, qui était à la tête du Congo. Comment réagirait-il s'il voyait l'état de la RDC aujourd'hui? Mais je pense qu'il serait terriblement triste, parce qu'évidemment, les promesses de 1960 n'ont pas du tout été tenues. Et je vous ferai remarquer que depuis 1965, depuis le coup d'État, nous sommes en rupture idéologique. Et nous sommes aussi en rupture d'onction de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. Et donc, depuis une cinquantaine d'années, effectivement, nous sommes en errance politique. Et quel est aujourd'hui l'héritage politique de votre père? Mais l'héritage politique, madame, tous ceux qui observent la situation au Congo savent très bien que la première république qu'il avait gérée, c'était la république de la rigueur, la république du respect des biens de l'État, la république aussi des finances de l'État qui étaient totalement à jour. Et puis, c'était aussi l'exemplarité par la pratique politique, par aussi le souci d'éduquer les enfants, de promouvoir l'enseignement, de promouvoir le développement, de mettre notre économie à jour. Je vous rappelle qu'à l'époque, le franc congolais était à parité égale avec le franc belge. Et donc, c'est pour vous dire que notre économie était florissante. On venait d'Afrique du Sud se faire soigner
au Congo, alors qu'aujourd'hui, nos hôpitaux sont des mouroirs. Est-ce que votre père n'a pas été oublié au profit de son Premier ministre, Patrice Lumumba? Mais madame, là, vous touchez un problème tout à fait fondamental, c'est-à-dire la manipulation d'une intelligence géopolitique qui a bien voulu justement maintenir toujours le Congo sous pression, le Congo sous occupation et le Congo aussi en exploitation économique. Et donc, pour cela, il fallait effacer les consciences nationales. Il fallait effacer... Qui? Pardon? Qui manipule qui? Mais qui manipule qui? Écoutez, nous sommes ici avec un jeu où la communauté internationale est tout à fait au premier plan. Et donc cette communauté internationale, elle ne se soucie pas de la légalité. Elle s'accommode des pillages parce qu'aujourd'hui, Kagame, qui occupe notre pays par l'infiltration administrative et par l'occupation militaire, est soutenu justement par des pays de la communauté internationale. Et donc, en réalité, on a développé une classe politique locale qui a bricolé et non pas fait de la politique. Et donc, c'est cette classe politique locale qui a été en quelque sorte sous-traitant de cette politique d'exploitation abusive de la République démocratique du Congo. Donc, la communauté internationale est pleinement responsable, co-responsable. Et en tant que femme politique, comment vous incarnez aujourd'hui l'héritage politique de votre père? Mais vous savez, toute proportion gardée, j'essaye en tous les cas de me dire chaque matin ce que je fais. Est-ce que ça ferait plaisir à mon père? Est-ce que ça fait plaisir au peuple congolais? Parce qu'aujourd'hui, mon père n'est plus là, mais la population congolaise est là et la population congolaise pleure. Elle est désespérée aujourd'hui et je me dois justement, en mémoire de cet homme d'État que fut mon père, d'aider le peuple congolais à s'en sortir et surtout d'aider ce peuple à aller vers un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle moi je me bats, madame. Alors vous parliez de votre père et justement, quel souvenir d'enfance vous gardez des 5 ans qu'il a passé à la tête de l'État? Ah, mais vous savez, le président Joseph Kasavubu était très strict avec ses propres enfants. Pour avoir un cadeau, il fallait d'abord le mériter. Il fallait avoir un bon bulletin à la fin de l'année. Moi, il m'est arrivé de demander un vélo et c'était un mois de novembre. J'ai dû attendre le mois de juillet pour avoir le vélo. Donc, c'était toujours ce souci de dire à l'enfant qu'il n'y a rien pour rien. Il faut toujours s'engager, il faut s'investir, mais il faut aussi respecter les autres parce que ce n'est pas parce qu'on est chef de l'État ou qu'on appartient à une famille noble qu'on doit abuser des privilèges de la fonction présidentielle. Et donc, c'était un homme sobre, c'était un homme réfléchi, un homme qui aimait son prochain et effectivement, il a subi une très grande injustice parce qu'on parle moins de lui. Mais vous savez, l'histoire est têtue. Il restera toujours pour l'éternité le premier président de la République démocratique du Congo. Alors justement, c'est en 1965 que Mobutu renverse votre père. Ça a aussi marqué le début de votre exil. Vous avez à peine 14 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez que vous feriez de la politique? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Non, madame, vous savez qu'une conscience politique, c'est un cursus. Une conscience politique, c'est nourri d'expérience. C'est nourri aussi de la conviction qu'on vit dans un monde injuste. Et je pense que plus on voit l'injustice autour de soi et plus on a ces repères par rapport à un père qui fut exemplaire, eh bien, on voudrait faire pareil et donc aider son prochain à vivre mieux. Et donc, la conscience politique, elle s'est forgée lentement, mais je crois aussi que le fait d'écrire, d'être écrivain moi-même, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai beaucoup écrit sur cette vie politique congolaise et ça m'a permis aussi de découvrir mon père sous d'autres jours. Est-ce que le fait d'être une Kasavubu n'a pas été une difficulté pour avoir sa propre identité politique? Oh, une identité politique, vous savez, le monde politique est ingrat. Hein? Ça, je crois que vous le savez. Et donc, il n'y a pas de cadeau. Ça, tout le monde le reconnaît aussi. Mais je pense que ce qui compte, ce ne sont pas les cadeaux, mais c'est la conviction, c'est la détermination et c'est surtout la vision qu'on développe pour son pays. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et puis, mon Dieu, il faut aussi accepter les sacrifices que cela suppose. Alors, vous avez travaillé à l'ONU, au commissariat des réfugiés, et dans les années 90, vous rejoignez les rangs du parti historique de l'opposition, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là à entrer concrètement dans la vie politique ?
Mais vous savez, c'est la conscience nationale justement qui était en éveil. Et cette conscience nationale m'a permis de me rendre compte qu'il fallait absolument contribuer à l'évolution démocratique de notre pays. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le camp Tshisekedi? Mais écoutez, c'était le camp de l'opposition. Je pense qu'il ne faut pas trop personnaliser ici les choses. L'opposition était en phase de recherche d'un renouveau pour mettre fin à la dictature de Mobutu. Et je pense que j'ai apporté ma part dans ce combat-là. Et peut-être c'est pour ça aussi que j'ai reçu ce prix de la femme politique africaine de l'année. Alors en 1997, vous acceptez de devenir ministre de la fonction publique sous Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous retenez de ces 12 mois au cœur du pouvoir? Ah, mais d'abord, l'invasion rwandaise, hein, parce qu'en fait, il y avait un double agenda. Et Laurent Désiré Kabila a été totalement dépassé par ce double agenda. Et je pense qu'il a été assassiné justement parce qu'il ne répondait pas aux impératifs que Kagame devait imposer à ce double agenda. Voilà. Et vous regrettez d'avoir accepté ce poste de ministre sous le président Kabila? J'ai servi mon pays, chère madame. J'ai servi mon pays, mais évidemment, j'ai pris des risques calculés. Je ne pouvais pas, à partir d'un certain moment, continuer à porter également les risques de Laurent Désiré Kabila, qui lui était totalement débordé par les Rwandais et les Ougandais qui l'avaient accompagné à la chute de Mobutu. Et donc, j'ai démissionné. Tout simplement parce que nous nous éloignons justement de l'idéal démocratique et regardez aujourd'hui les constats. Hein, le pays est totalement en déliquescence et je suis même étonnée que la communauté internationale ne dise rien et qu'elle s'accommode de tout ce qui se passe. Vous avez connu Kabila père. Que pensez-vous du fils aujourd'hui? Mais d'abord, madame, ce n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Hein, c'est le fils de Christopher Kanambe. Voilà la supercherie dans laquelle on a entraîné le peuple. Oui. Non, ce sont mes propos, madame. Non, c'est la vérité. D'ailleurs, il y a un ancien ministre belge des Affaires étrangères qui l'avait dit, qui avait interpellé la classe politique congolaise pour le dire. Donc, madame, le Congo, c'est mon pays. C'est la souveraineté nationale de notre pays. Et mon père s'est battu. Il est même mort aussi pour cette cause-là. Alors, je ne peux pas accepter qu'on puisse manipuler les générations futures. Donc, la communauté internationale, trompée par quelques-uns, parce qu'il y a aussi des brebis galeuses un peu partout, pas seulement chez nous, et donc, elle a cru bon d'accepter ce jeu de laboratoire qu'est devenu la République démocratique du Congo, où on essaye toutes les formules politiques qu'on n'accepte pas chez soi, mais on les impose au peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons 8 millions de morts, chère madame. 85% des ressources du pays vont ailleurs, et pas du tout dans les caisses de l'État. Et que fait la communauté internationale si consciencieuse des droits de l'homme et des principes? Et donc, c'est pour vous dire que cette infiltration rwandaise, on doit y mettre fin. Et donc, la communauté internationale, trompée par quelques-uns parce qu'il fallait piller nos matières premières, a accepté le rôle de Kagame. Or, Kagame, c'est à la fois Hitler, c'est Goebbels, c'est Himmler et c'est Mengele. Merci beaucoup, Justine Poyo Kasavubu. Merci d'avoir été avec nous.